Ousmane, bah voilà, on voulait aborder le sujet du voile en France. Il y a eu encore de nouvelles polémiques, notamment avec Iman Boun. Donc c'est une blogueuse qui fait des recettes pour les étudiants, donc qui était passée sur BFM. Et là, c'est toute la fachosphère qui lui est tombée dessus. Quelques temps plus tard, Mariam Pouchtou, qui est invitée à l'Assemblée nationale pour parler justement des étudiants et de leur précarité par rapport aussi au Covid. Et là, plusieurs élus sont sortis, des élus LR et même une élue aussi LREM, je ne me souviens plus de son prénom. Celle qui a été épinglée, Lang, voilà. Qui a été épinglée pour des... Et qui a été d'ailleurs épinglée pour des manquements à la loi. Des manquements à la loi, mais surtout... Enfin, utilisation des fonds publics à des fins personnelles. Exactement. Quelques milliers d'euros quand même, c'était pas une somme anodine. Et donc oui, en effet, c'est alors que la loi autorisait tout à fait Mariam Pouchtou à être à l'Assemblée nationale, puisque ce n'est ni une élue ni une fonctionnaire, et ça a quand même fait encore une fois une polémique. Donc on voit bien qu'il y a une vraie crispation autour du voile en France. Comment est-ce que toi tu vois ça de ton point de vue? Merci pour la question. Si tu te souviens, on avait déjà parlé de ça il y a 2 ans, je crois. Exactement. C'était d'ailleurs avec Mariam Pouchtou, c'est ça. Tout à fait. Et je ne me souviens plus exactement des mots exacts de ce que j'avais dit, mais nous sommes dans une situation, il faut voir le contexte dans lequel nous nous trouvons. Je pense que depuis 30 ans maintenant, c'est pas une question de crispation. La crispation, on l'entretient. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on l'entretient. L'islam est le moyen le plus utile et le plus rapide pour des femmes et des hommes politiques en manque de projet, en situation de crise, quand même après le Covid. Déjà avant le Covid, c'était pas une situation terrible. On annonçait déjà une crise économique et financière qui venait. Le Covid vient entre-temps et va accélérer et accentuer la dite crise. Et donc ce qui attend le pays, l'Europe de façon générale et la France de façon plus particulière, va être extrêmement terrible sur le plan social. Et donc lorsque on est en manque de projet, on se vautre dans le rejet. Il faut qu'on trouve les boucs émissaires qui nous permettent de détourner l'attention de la population qui est en droit de nous demander des comptes. Quand je dis nous, je parle des hommes politiques et des femmes politiques. Et donc, il faut comprendre cela. Et ça a été fait à plusieurs reprises. Tous les gouvernements l'ont fait depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est la même tarte à la crème. À chaque fois qu'il y a des difficultés, à chaque fois qu'on est à l'approche d'élections électorales, à chaque fois que le gouvernement est en difficulté, il va sortir une affaire sur l'islam qui permet de galvaniser les émotions et de pouvoir engranger des voix, notamment parce qu'ils partent du principe que la population française serait majoritairement islamophobe ou en voie d'islamophobisation. Et donc il faut aller dans le sens, il faut caresser dans le sens du poil la population. Moi je pense que c'est faux. Je pense qu'on crée la population que l'on veut. C'est-à-dire à la manière dont on oriente les consciences et les esprits à travers les médias et le matraquage et la propagande qui se font 24 heures sur 24, on façonne l'électorat que l'on veut. Il y a 60% des Français sont contre le voile dans l'espace public. Hein. Bon. Donc ça rejoint ce que tu dis. Exactement. Donc on façonne en fait l'opinion que l'on veut. Donc il y a 2 raisons. Il y a une première, je l'ai indiqué, c'est qu'il y a un manque de projet et donc il faut mettre en place une politique de rejet. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a un deuxième projet qui s'allie à ce projet-là, qui est clairement une volonté de chasser de l'espace public de la France toute manifestation de la présence assumée des populations issues des anciennes colonies et portant majoritairement ou pas, en tout cas on suppose supposément
porteuses d'une religion qui s'appelle l'islam. Ce qui est visé, c'est cette population-là. Et c'est la continuité, au fond, des politiques coloniales qui étaient menées et de justification de la domination. C'est une politique de domination qui, certes, va changer de forme, va changer les mots, mais pour garder la même intention, attention, intensité, à savoir de continuer la domination. Et pour faire justifier cette domination, il faut que ceux d'en bas puissent trouver en eux, parmi eux, d'en bas, le bouc émissaire qui évitera à ceux d'en bas de regarder en haut. Il faut que ceux d'en haut, les dominants, donnent de quoi ronger à ceux d'en bas, afin qu'ils ne viennent pas les déranger lors de leur dîner, luxueux et calfeutré, en tout cas oligarchique. Si je peux me permettre, en d'autres termes, il y a aussi le fait que finalement, la femme voilée, quand elle était nounou, ou quand elle faisait le ménage, ça ne me dérangeait pas. Ça ne dérangeait personne. À l'époque ? Voilà. Oui. Mais aujourd'hui... Quand c'était nos parents ? Voilà, exactement, quand c'était nos parents, en effet, ça arrangeait tout le monde qu'ils fassent ce genre d'activité. Aujourd'hui, qu'elles veulent s'émanciper, puisque finalement, en gros, l'Occident, ou en tout cas la vision de l'occidental par rapport au voile, c'est justement une idée de... c'est un enfermement, c'est un manque de liberté. L'occidental, non. Le français, oui. Oui. Parce que les autres pays, ils regardent la France avec des grands yeux. Mais qu'est-ce qui leur arrive ? Tout l'Occident regarde la France comme étant... qu'est-ce qui leur arrive ? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours en train d'éructer, je parle de la classe politique, autour d'un bout de foulard sur la tête, quelles que soient les positions théologiques qu'on peut avoir là-dessus. Le débat actuel dans lequel nous nous trouvons n'est pas théologique. Je ne pense pas que c'est une obligation, pas une obligation. On n'est plus là-dedans, en fait. Il ne faut pas qu'on soit les faire-valoir d'un discours et d'une politique raciste et islamophobe. Parce que c'est islamophobe et c'est raciste. Un point, c'est tout. Et si ces sœurs enlevaient leur voile, on trouverait autre chose pour les discriminer. Comme on trouve autre chose pour les garçons, pour les discriminer. Donc le fond de l'affaire, c'est la domination et la volonté d'écraser une partie de la population et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas chez eux. Et ça, c'est inadmissible. Ça va à l'encontre de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Ça va à l'encontre des droits de l'homme. Ça va à l'encontre de toutes les consciences qui portent l'idée de l'unité de la famille humaine. Et c'est une bêtise pour l'avenir de ce pays. Cependant, il y a une volonté effectivement de pourchasser. C'est pour ça qu'au fond, on n'aurait dû jamais accepter l'interdiction du voile à l'école. Moi, j'assume ce que je dis, c'était une bêtise. C'était aller à l'encontre de la vraie laïcité, qui impose effectivement aux agents de l'État la neutralité, en tout cas visible, quant à leur appartenance idéologique et religieuse, mais pas à la population. Et dès lors qu'on a laissé ouvrir cette porte et qu'on s'est dit, parce que ce sont des musulmanes, on peut enfreindre la loi, on peut enfreindre les principes, eh bien là, on n'est plus à l'école. Maintenant, c'est carrément dehors. On les a chassés de l'école, on veut les chasser de l'université, on les chasse de tous les métiers possibles. Elles ne peuvent pas chanter, elles ne peuvent pas être à l'université, elles ne peuvent pas être responsables et présidentes d'un syndicat. Je veux dire, quand Madame Puchetou, c'est ça ? Puchetou. Quand Madame Puchetou va à l'Assemblée nationale, elle vient parler de quoi ? Elle vient parler d'une situation extrêmement grave que traversent les étudiants. C'est ça d'abord qui est important. Et donc, c'est l'illustration même de ce que je venais de dire quand je dis quand on n'a pas de projet, on est dans le rejet. Ces gens-là n'ont pas de solution à proposer pour sortir de la précarité ces milliers, millions d'étudiants. Ils n'ont pas de projet. Ils ne veulent pas le faire. Parce que s'il faut effectivement répondre à ce problème, grave problème d'inégalité au sein de la société, il faut, à un moment donné, aller faire les poches des riches. Il faut faire en sorte que ceux qui ont plus donnent plus.
Or ça, c'est la volonté, il y a une volonté tacite au sein de l'élite politique dirigeante de ne pas faire cette politique-là. On peut laisser des milliardaires partir avec 90 milliards d'euros par an. C'est ça qu'ils piquent à la France. Et qu'ils vont mettre dans les paradis fiscaux. 90 milliards d'euros. Ceux-là, on les laisse tranquilles. Mais pour que la population ne s'énerve pas et pour pas qu'elle ait le temps de comprendre ce qui est en train de se passer et qu'elle ait à un moment donné la rage aux tripes pour aller demander des comptes, eh bien, on va faire en sorte de faire des diversions. Parce que le voile n'est pas le problème de la société française. Ce qui est le problème de la société française, c'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est la précarité, c'est le manque d'investissement dans les services publics, c'est l'absence de services publics de plus en plus accrue dans divers quartiers, c'est l'appauvrissement endémique de la classe moyenne. Les classes populaires, on n'en parle plus, on n'en parle même pas. C'est au fond l'ensemble des revendications qu'ont portées par exemple les Gilets jaunes et d'autres mouvements. Donc on met tout ça de côté, qui sont les vrais problèmes, et on agite le voile. Alors tu m'étonnes, tous les jours il y a quelque chose de négatif sur le voile. Moi ça m'étonne qu'il n'y ait que 60% qui sont contre. Il devrait avoir 100%. Donc il y a quand même 40% de résistants. Donc chapeau, bravo. Donc tout ça c'est une mascarade, et je pense qu'il faut sérieusement résister contre cela, parce que si on laisse faire ça, on y passe tous. C'est cette bête immonde qu'est la discrimination, qu'est le racisme, qu'est la domination, ne s'arrêtera pas juste à notre bras. Il va nous bouffer jusqu'au bout. Tant qu'il n'y aura pas de résistance, ils vont continuer à manger. Mais comment résister? Parce qu'on a l'impression que là, c'est même plus une question légale, en fait. Quand les femmes sont dans leurs droits, on leur invente toutes autres choses, en fait. C'est vrai. Dans ces cas-là, il faut à un moment donné mobiliser le reste de la population française. Parce que le problème que nous avons dans cette affaire, c'est que le reste de la population française pense que c'est spécifique aux musulmanes et aux musulmans. Ils ne se rendent pas compte que derrière ces lois liberticides contre les musulmanes, ce sont des lois liberticides contre eux-mêmes et qui vont se retourner contre la population. On l'a vu avec les lois dites antiterroristes ou les lois qui faisaient partie du... j'ai oublié le terme. Ouais, Patriot Act, mais... j'ai oublié le mot. Quand il y a la guerre et qu'il faut suspendre les libertés. État d'urgence, voilà, c'est le mot que je cherchais. On a inscrit les lois d'exception de l'état d'urgence dans la loi ordinaire. Mais personne n'a parlé parce qu'on s'est dit c'est que pour les musulmans. Quand au lendemain de l'attaque du Bataclan, au lendemain, en tout cas des jours plus tard, on a perquisitionné 8000 familles musulmanes normales, tranquilles. Personne n'a parlé. Maintenant que ces lois, après les avoir appliquées à des musulmans ou aux quartiers populaires ou aux banlieues, c'est pareil, maintenant elles se retournent contre le reste de la population. Et les gens se rendent compte que la police est violente. Les gens se rendent compte que c'est quand même... il y a un pan entier de nos libertés qui risque d'être suspendu du jour au lendemain. On l'a vu avec le Covid aujourd'hui. Je veux dire, l'État aujourd'hui français est en train d'opérer avec l'accord tacite d'une partie de la population, pensant qu'elle n'est pas concernée par cela, est en train de suspendre un pan entier de nos libertés, avec la possibilité du jour au lendemain de te faire attraper par l'administration policière, sans passer par le juge, et te mettre en garde à vue, t'arrêter, sans forcément qu'il y ait la justice qui puisse intervenir. Ça n'est pas normal. Mais et tout cela, encore une fois, sur quel fond? Sur le fond d'une crise économique et financière qui va aller en s'aggravant, sur une volonté de la classe politique de ne pas aller au fond des problèmes, et dans cette situation-là, de trouver les boucs émissaires qui permettent d'une part de justifier notre domination et d'autre part d'être les boucs émissaires qui permettent de détourner l'attention. Voilà ce qui est en train de se faire. Donc c'est dans cet engrenage global qu'il faut comprendre ce phénomène et cette histoire de voile. Ce n'est même pas une question d'égalité. Parce que s'ils voulaient l'égalité, parce que ça aussi c'est une autre chose aussi qui est en train de se passer. On voit la domination, elle est où? C'est quand on vous dit
que ce que l'on dit de toi, c'est ce que tu es. Et c'est comme, c'est orwellien. C'est-à-dire, le mal, c'est le bien. Tu sais que le mal, c'est pas le bien. Mais comme on dit que le mal, c'est le bien, donc à la fin, tu dois dire que le mal, c'est le bien. Le voile, c'est pas une affaire de soumission. La preuve en est, ces femmes qui viennent à l'Assemblée nationale ne sont pas soumises. Cette jeune femme qui vient dans une émission de télé pour chanter, elle n'est pas soumise. Cette jeune femme qui fait des vidéos pour aider les étudiants à apprendre à mieux cuisiner, à mieux faire avec moins. C'est triste à dire, c'est ça la réalité. C'est apprendre à bien faire la cuisine avec des pâtes et de l'eau pour les étudiants. Mais elle n'est pas soumise. Pourtant, on va dire qu'elle est quand même soumise. Et comme c'est nous qui disons qu'elle est soumise, vous devez accepter ce qu'on vous dit. La norme, c'est nous. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. La République, c'est nous. La République, à ce moment-là, si elle est leur, elle n'est plus la République. Puisque la République reste publicain, veut dire la chose publique, la chose qui appartient à tout le monde. Dès lors qu'il n'y a qu'une frange de la population dominante qui dit ce qu'est la République n'est plus de fait. Et c'est parce qu'elle n'est plus qu'on répète à tout bout de champ République, République, République. Quand une chose n'est pas, on en donne le nom pour la faire exister. En tout cas pour donner l'illusion de son existence. Donc, on nous dit que ces femmes ont beau dire c'est pas une question de soumission, c'est un choix personnel. Ils disent vous êtes soumises. Maintenant qu'on se rend compte qu'elles ne sont pas soumises, on dit non, en fin de compte, elles sont des islamistes qui viennent pour un projet politique. Un étendard politique. C'est un étendard politique. Donc en fait, ce sont eux qui décident du symbole des choses. Et si on n'est pas d'accord avec eux, de toute façon, c'est pas grave, ils vont l'imposer ainsi. C'est comme ça qu'on change la signification des mots, des choses. Or, nous savons tous très bien que le voile, en tout cas en islam, c'est pas une affaire de soumission. Chez les musulmans, c'est pas une affaire de soumission. En tout cas, pas à l'homme. Ça n'a rien à voir avec l'égalité. Moi, ma mère, elle est chef d'entreprise. Elle porte le voile. Et pourtant, il n'y a pas plus femme libre. Et je pense qu'elle est bien plus libre que la plupart des femmes députées qui sont à l'Assemblée nationale et qui répètent des choses dont elles ne comprennent pas le sens. Surtout de la part de cette députée qui, faisant la leçon à une femme qui vient défendre les étudiants assaillis dans la précarité, qui sont quand même dans la précarité, elle fait la morale à cette femme pendant qu'elle, de l'autre côté, vole les deniers publics. Dans quel monde on vit? Il n'y a plus de honte dans notre société? Comment une chose pareille peut se faire? Elle se fait parce qu'il y a l'islam à bon dos. C'est la manière dont les incapables, ou certains incapables, que certains incapables ont trouvé pour pouvoir se faire voir, pour pouvoir exister médiatiquement et pour pouvoir justifier leur place. Voilà ce qui en est. Donc, je résume mon propos et je réponds quand même à la question comment résister. Mais nous sommes dans un cadre, dans une ambiance de crise qui nécessite de trouver des boucs émissaires, et en l'occurrence ici ce sont des musulmans. Avant c'était les juifs, avant cela c'était les protestants, aujourd'hui c'est les musulmans, les arabes, les africains et d'autres. Maintenant, comment résister? Il y a deux manières de résister. Je l'ai indiqué plus ou moins et je me suis perdu dans mon propos, je reviens sur le propos. Il faut avoir des alliances. Il faut faire comprendre que cette question de voile concerne nos libertés, et donc ce n'est pas une question de voile ou de choix religieux. C'est une question de dans quelle société nous voulons vivre. Si cette personne n'est pas libre de s'habiller comme elle le souhaite, plus personne ne sera libre de s'habiller comme il le souhaite. D'ailleurs, on le voit avec leur affaire d'habits républicains. C'est ridicule. Et je ne vois pas la différence ici entre la France et l'Iran des ayatollahs. Il n'y a aucune différence. Hein. Ils sont aussi intégristes et fourbes et fous qu'un clergé, en tout cas intégriste. Le clergé laïque républicaniste, et je ne dis pas républicain, n'a pas de différence avec le clergé des ayatollahs iraniens. C'est la même chose, c'est le même délire. C'est des gens qui utilisent une idéologie d'État pour l'imposer à des individus. Je ne vois pas où est la différence entre imposer à quelqu'un de porter le voile et imposer à quelqu'un de l'enlever. Dans les deux cas, on décide
à la place de la personne, de la manière dont elle doit s'habiller. Et donc, dont elle doit aussi penser. Parce que c'est ce vers quoi nous allons aller. On en parlera quand on parlera du séparatisme. Donc, il faut avoir des alliances. Expliquer le principe, et pas seulement s'arrêter à la question du voile concret. À la rigueur, c'est même pas important. Les gens qui écoutent mes vidéos connaissent mon opinion théologique et juridique sur la question du voile. Mais c'est pas haram de porter le voile, premièrement. Et deuxièmement, ça n'est pas interdit par la loi française et par les droits de l'homme. Et quand bien même la loi française devait l'interdire, nous devrions y résister par tous les moyens légaux pour faire lever des lois aussi injustes, en allant dans les différentes instances. Donc il faut convaincre, avoir des alliances dans les différents compartiments de la société française. Beaucoup de Français ne sont pas d'accord avec cela. Beaucoup de Français comprennent ce qui est en train de se jouer. Seulement, comme il y a une diabolisation qui est en cours et que les musulmans ne sont pas très ouverts non plus, car les musulmans ne se manifestent ou ne font des manifestations que lorsque l'un d'entre eux ou lorsqu'une chose les concernant les touche. Mais on ne les voit pas dans les autres mobilisations. Du coup, le reste de la société dit, ces gens-là ne se mobilisent que pour eux, et ne se mobilisent pas quand nous on se mobilise. Donc il faut à un moment donné avoir des alliances. Ça, c'est un premier élément. Le comment des alliances, c'est un autre débat. Ça, je laisse ça entre les mains des militants sur le terrain et autres, etc. Deuxième chose, il faut utiliser tous les moyens légaux. C'est-à-dire utiliser les différents niveaux juridictionnels quand des lois, quand des propositions de loi sont votées et qui vont à l'encontre de nos libertés. Il y a différents recours. Conseil d'État, Conseil constitutionnel, même au niveau européen, Conseil européen des droits de l'homme, et au-delà l'ONU. Il faut, sur le plan juridique, être implacable. Et pour ce faire, nous devons, à un moment donné, d'avoir une caisse de solidarité, où tous les musulmans, mais pas seulement les musulmans, tous ceux qui veulent se battre pour la liberté et pour l'égalité dans ce pays, on paye dans cette caisse-là et on engage des avocats et on attaque. Il faut donc, il y a sur le plan social et sur le plan juridique. Troisièmement, et je crois que c'est l'aspect qui leur fait le plus peur, c'est le plan au niveau culturel. Notre avantage à nous, il y a une époque, j'aurais pas dit ça. Mais avec le temps, j'ai appris à apprécier, à me rendre compte de l'importance des symboles. C'est l'aspect culturel. Notre force à nous, culturelle, elle est que nous sommes dans les différents sports. Le football, les autres sports populaires, nous sommes dans le milieu culturel, dans le milieu artistique. Encore une fois, une époque, j'aurais dit, il n'y a que les comiques, les footballeurs, les chanteurs et tout ça qui... Mais en réalité, je veux dire, quelqu'un comme Mbappé ou comme Zidane ont plus d'impact dans la société française que même Emmanuel Macron, notre président, ou que n'importe quel homme politique, que n'importe quel autre penseur. La virtuosité du footballeur sur le terrain et le comportement qu'il a est de nature à porter un message symbolique au reste de la population. Donc il faut qu'à un moment donné, nos artistes, que nos footballeurs, nos sportifs fassent la même chose que la mobilisation qui se fait notamment aux États-Unis contre la discrimination contre les Noirs, où dès le geste de mettre un genou à terre a été initié par un sportif. Et chapeau bas pour lui. Il a impacté, il a influencé tous les États-Unis avec son geste. Justement, ce que tu dis par rapport à justement cette exception française, elle se confirme justement là-dedans, j'ai l'impression, parce que autant dans les autres pays, ça va être salué, un tel geste, autant ici, j'ai l'impression que, je ne sais pas s'ils sont frileux, ces artistes et ces sportifs, mais ça, on dirait que la mayonnaise ne prend pas. Mais même si ça ne prend pas, le simple fait qu'il y ait Abdurrahman qui ait marqué un but, franchement, ça fait plus de dégâts dans la vision de l'extrême droite. Ça fait plus de bien que n'importe quel propos raciste d'Éric Zemmour. Il ne faut pas croire. Donc on a
ces choses-là. Nous faisons partie intégrante de la société française. Nous avons grandi ici, on n'a pas de complexe, on dit ce qu'on a à dire. Et je pense que ce complexe-là, c'est celui-ci qu'on voudrait nous faire intégrer. Ils veulent que nous ayons peur d'être nous-mêmes en France. Ils veulent que nous ne soyons pas fiers d'être nous-mêmes en France. Ils veulent que nous considérions ce pays comme n'étant pas le nôtre. Parce qu'ils voient que nous nous l'approprions. Ils voient qu'en réalité, nous avançons. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là, de fait. Une femme qui est responsable de l'UNEF, qui est musulmane. Je ne parle même pas qu'elle porte le voile. C'est une femme qui a réussi, qui a fait de grandes études. Et ça, je crois que dans le projet de Boukou il y a 30 ans, ce n'était pas ce qui était voulu. Donc malgré tout, on la voit en plein milieu de l'Assemblée nationale, oh mon Dieu! Alors qu'on a tout fait pour éviter ça. Donc mine de rien, malgré tous les plans foireux qu'ils sont en train de faire, excusez-moi le terme, mais de séparation et de séparatisme, de fait, eh bien, ils voient que cela ne réussit pas. Et je pense que plus la virulence augmente, plus cela prouve que les choses avancent. Maintenant, je répète ce que j'ai dit, il y a un aspect sociopolitique à avoir, il faut tisser des alliances, des relations, il faut que les musulmans soient beaucoup plus conscientisés, il faut qu'on vote beaucoup plus, et qu'on vote pour les partis politiques, quand bien même on n'est pas d'accord sur telle et telle chose d'ordre, sociétal. Ne nous laissons pas berner par les problématiques sociétales en votant pour une personne qui, sur le plan économique et politique, sera contre nous. Je veux dire, vous avez des musulmans, par exemple, qui vont voter dans des thèses de droite ou d'extrême droite, par exemple, sur la question du mariage pour tous. Bon. On a les convictions que nous avons sur l'homosexualité. Mais la question, elle n'est pas là. Si à un moment donné, je vois que quelqu'un sur le plan économique et sur le plan de l'égalité, il est en accord avec les principes de la République et veut quand même défendre réellement l'égalité entre les êtres humains et veut lutter contre l'islamophobie, reconnaît l'existence de l'islamophobie, reconnaît l'existence du racisme et prend la parole contre les discriminations policières et autres. Mais on doit voter pour lui ou pour elle. Quand bien même on n'est pas d'accord par ailleurs sur d'autres points secondaires ou même principaux, mais qui concernent nos convictions religieuses, mais qui n'ont pas d'impact au niveau de notre vie quotidienne. Par contre, si la personne ne veut pas aller dans le sens de l'égalité, du partage des richesses, de la création de l'emploi, il peut même faire la prière avec l'ange Gabriel, alayhi salatu wassalam, ça compte pas. La prière, c'est pour lui. Par contre, l'égalité, c'est pour nous. Vous saisissez? Donc, il faut une mobilisation beaucoup plus accrue au niveau social et au niveau politique, tisser des alliances et faire comprendre aux gens dans des débats qu'il faut mener que la question du voile ne concerne pas les musulmans, c'est pas une question de voile, c'est une question de liberté. Nous, on ne débat pas sur le voile, on débat sur la liberté. C'est ça le fond de l'affaire. La liberté. Ils sont en train de nous voler la liberté en agitant un foulard devant nous. Et enfin, l'aspect culturel. Comme juridique et culturel, comme je l'avais indiqué. Voilà à peu près ce que je peux dire sur le sujet. Il faudrait rentrer dans beaucoup plus de détails en termes de mobilisation et en termes de résistance. Et quatrièmement, il faut savoir aussi éviter les obstacles. C'est là où il faut faire preuve de stratégie. Il faut résister, il faut organiser la résistance. Mais d'un autre côté, il faut organiser d'un autre côté les moyens d'éviter les obstacles. Il faut permettre à nos sœurs, à nos frères, d'éviter les pièges et les obstacles qu'on leur tend, afin qu'ils puissent être assez forts pour pouvoir compter au sein de la société et participer pleinement au changement des mentalités. Si j'ai un frère plein de fougue, de sincérité, qui vient me voir et qui me dit « Ousmane, je souhaite arrêter les cours
au nom de l'obligation d'aller faire ma prière du vendredi. Je sais que ça va faire des polémiques et que les gens vont reprendre ça et vont me hater comme il faut. Hatez-vous vous-même. Il faut penser à l'avenir des gens. Il faut arrêter d'être, inintelligent avec notre religion. Il me dit qu'il rate les cours parce qu'il veut aller à la prière du vendredi. Je dis rate la prière du vendredi et va à l'école. Comme ça, tu auras tout le loisir quand tu auras un bon métier de monter ton entreprise et d'aller toi-même au vendredi. Et de permettre à tes ouvriers d'aller au vendredi et tes employés. Et avoir une vraie... Et de pouvoir avoir un impact dans la société. Donc, va faire tes études. Donc, je ne vais pas te dire, va, rate tes études pour aller au vendredi et puis, Inch'Allah, Dieu va t'aider. Inch'Allah, Dieu va t'aider si tu t'aides. En comprenant que ta religion est une religion d'intelligence. Pareil. Je vois une sœur, encore une fois, indépendamment de ce qu'on pense théologiquement, ce n'est pas mon propos ici. Si ma fille désire porter le voile, moi je la défendrai. Elle portera le voile. Égard à celui qui l'en empêcherait. Cependant, connaissant le pays dans lequel je me trouve, et les difficultés que ma fille va rencontrer plus tard, en portant mon nom et ma couleur de peau, je la sais intelligente. Et j'ai compris que, après toutes les galères que moi j'ai vécues pour arriver au niveau où je suis, moi je veux pas qu'elle vive cette galère-là. Je veux qu'elle aille beaucoup plus loin. Bien, si elle me dit, papa, moi je veux porter le voile, je dirais, si tu veux porter, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu vas à l'école, tu l'enlèves. Enlève-le. Tu veux le porter coûte que coûte, il n'y a pas de souci. Par contre, d'attendre, d'avoir tous les moyens qu'il faut pour être autonome. Ne te mets pas des barrières pour l'instant. Parce que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que tu restes à la maison. Moi, je veux que tu conquières le monde. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire, enlève-le, pas l'enlever, c'est pas haram. Je veux dire, on n'est pas dans le juridico-juridique ici. On est dans la stratégie, dans la vision. Et l'utilisation des moyens que ma religion me donne pour permettre à ce que ma fille réussisse. Combien de sœurs ont raté leur carrière et leur vie parce qu'elles n'ont pas trouvé quelqu'un qui aurait pu leur dire ce que je suis en train de dire ici. Ça n'a rien à voir avec nos convictions. Ça a à voir avec le fait que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas ton voile. Ce qu'ils veulent, c'est toi. C'est t'empêcher de réussir. Ils veulent pas que tu prennes leur place. Ils veulent pas que tu sois député. Ils veulent pas que tu sois présidente. Ils veulent pas que tu sois patronne. Ils veulent pas que tu sois émancipée par ta religion. Ce qu'ils veulent, c'est que tu sois comme eux. Non, ce qu'ils veulent, c'est que tu sois sous eux. Est-ce que moi, je vais avoir la bêtise de lui dire, fais tout ce qu'il faut en termes d'obstacles pour t'empêcher d'atteindre cet objectif-là? Non. Donc il faut faire preuve d'intelligence aussi. Au cas par cas, regardez les situations. Si on se rend compte que là, ça va être un blocage et ça va gâcher son avenir, il faut lever cela. On dit non, vas-y. C'est un point secondaire de la religion. Je ne pense pas que quelqu'un ici pourra dire le contraire. C'est un point secondaire de la religion. Le point essentiel de ta religion, je ne trouve pas ici. Et ta religion veut de toi que tu sois une personne souveraine d'elle-même, indépendante et contributrice au sein de la société. C'est ça la vraie adoration de Dieu. Et la prière, le zakat, le saum, c'est-à-dire la prière, le fait de donner aux pauvres, le fait de jeûner, le fait d'aller au pèlerinage, ne sont rien d'autre que des piliers qui nous permettent d'être des êtres humains autonomes, seuls adorateurs du seul Dieu, et donc libres par rapport à tout le monde. Mais on n'est pas libre quand on est dépendant d'autrui. On n'est pas adorateur de Dieu quand on a besoin d'autrui pour manger. On n'est pas adorateur de Dieu quand on a besoin d'autrui pour penser. Est-ce que vous saisissez? Voilà ce que je peux dire là-dessus. Après, l'élite musulmane, est-ce qu'elle est aussi C'est sûr qu'il y a encore un chemin par rapport à ce que tu disais, avoir une vraie cohésion, enfin en tout cas avoir... les musulmans, c'est compliqué de les fédérer et qu'ils puissent justement avoir une force pour pouvoir justement contrecarrer. Ici en France, on voit bien qu'il y a beaucoup de communautés musulmanes. Il y a différentes, par rapport aussi aux différentes ethnies, aux différentes sensibilités. Et malheureusement, on a du mal justement à s'entendre et à se mettre d'accord pour pouvoir unir nos voix et pouvoir justement compter. Il y a ça aussi. Certes, c'est bien qu'on n'ait pas de clergé. Et de toute façon, ceux qui nous représentent, finalement, on sent bien que c'est des pantins.
ils ont été mis là, notamment si on devait nommer le CFCM. Il veut me faire pas des problèmes, lui. Hein. Il nomme les gens comme ça, Pantin, CFCM. Fais attention, frère. Alors, ça n'engage que moi, bien sûr. Mais non, mais il y a quelqu'un qui a dit que je visais la place de président du CFCM. Je connais pas toutes tes prétentions. Non, mais moi, j'ai des prétentions plus ambitieuses. J'espère. J'en ai beaucoup des prétentions. Parce que le CFCM, oui, on est. Ouais, c'est pas pour. Bon, bref. Que Dieu les aide, que Dieu les aide. Voilà, exactement. Et qu'il les guide surtout. Donc, il les aide, qu'il les aide. Ouais, toi, t'es en train de me mettre dans des problèmes, toi. Mais en tout cas, oui. On voit bien que c'est pas le CFCM qui nous représente. On les a pas, on leur a rien demandé et on les connaît que pour c'est quand qu'on commence le jeûne et c'est quand que c'est l'Aïd. À un moment donné, oui, c'est bien le CFCM, mais voilà. Aujourd'hui, on parlera aussi de séparatisme, certes, mais l'État compte sur le CFCM pour mettre ses objectifs en place. On parle bien du CFCM quand même. Donc, mais l'État compte pas sur le CFCM, on rigole. Oui, c'est du pif. Donc voilà, en gros, tout ça pour dire que finalement, il n'y a pas une vraie représentativité des musulmans en France. C'est vrai, mais moi j'ai l'habitude de voir de l'utilité dans tout ce qui est. Le CFCM a un rôle aussi à jouer. Il peut jouer son rôle. Alors, il y a un problème de budget au sein du CFCM déjà, ils n'ont pas d'argent. Donc, quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut que parler. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le CFCM est composé de personnes, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui... je les connais pas tous, mais de ce que je vois, c'est une petite bourgeoisie musulmane qui n'existe que sous les ordres... qui aime être sous les ordres de la République, exister, voilà, être invité par le ministre de l'Intérieur, manger des petits fours et puis discuter, papoter. Je dis ça, mais parce que j'ai vu un certain nombre de personnalités, pour nommer, là je vais nommer par exemple la Fayaka, qui est la représentante des afro-musulmans au sein du CFCM. Ce sont que des faire-valoir, ces gens-là. Lors de la conférence du colloque auquel j'avais participé, organisé par l'université Diderot, si je me souviens bien, Paris Diderot, Paris 7, sur l'islam subsaharien et comorien. Bon, il y avait leur président qui était venu. C'était lamentable. C'était lamentable. Donc, ces gens-là n'existent. Ils sont heureux quand ils sont appelés et sonnés. Et ça manque de courage, ça manque de fierté. Et donc, effectivement, le CFCM peut jouer un rôle si à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont français à part entière et que quand il y a des dérives, il faut le dire, il faut se faire respecter. Quand on entend le président de la République mettre la pression, on en parlera peut-être plus tard quand on parlera du CFCM, mais mettre la pression entre guillemets au CFCM. Moi, j'aurais été le président du CFCM. Je dis au nom de la laïcité, monsieur Macron, mêlez-vous de vos affaires. Séparation complète. C'est pas que par rapport à l'État, c'est par rapport à la religion. L'État n'intervient pas. Là, si la religion n'intervient pas dans les affaires de l'État n'intervient pas dans les affaires de la religion. C'est que c'est pas ton problème. Donc tu mets la pression sur personne. C'est pas votre domaine, en fait, la religion. Donc, quand on n'a pas des citoyens qui sont capables de répondre de façon fière et libre, au nom de la loi, quoi, c'est pas votre affaire, en fait. C'est pas à vous de gérer la question musulmane. S'il y a une question musulmane, parce que vous avez créé cette question musulmane. La question de la religion, c'est une affaire des croyants. C'est à eux de s'organiser comme ils le veulent. S'ils veulent s'organiser. S'ils ne veulent pas s'organiser, ben c'est leur problème. Mais effectivement, nous avons les élites que nous avons, mais on en parle du CFCM, mais je peux te parler d'autres instances qui existent ici. Moi, j'en connais plus ou moins. J'en ai rencontré certains, avec toi d'ailleurs, et puis j'en ai rencontré avec d'autres personnes. Chacun, en temps et en heure, je parlerai de ces conversations que j'ai eues. À ce moment-là, tu auras très très chaud, mon frère. Mais Inch'Allah, on t'accueillera dans notre secte. mais chacun se bat pour sa paroisse. Quand tu vois des responsables musulmans qui disent qu'ils veulent unir les musulmans et que tu leur fais des propositions, que tu leur dis, bon, faudrait que vous appeliez les autres. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux sur le plan théologique, sur tel et tel point,
faut les appeler, ils font partie de la communauté. Vous êtes capable d'être... En fait, on n'a pas de leader. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui sait réunir les contraires, qui arrive à faire dialoguer tout le monde. Des gens qui, sans lui, ne se seraient jamais rencontrés, les rencontrent. Nous, ce que nous avons des petits chefs qui ne sont heureux qu'au sein des personnes qui leur ressemblent et qui leur disent oui. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont peur de tout ce qui est différent. Parce que cette différence pourrait mettre en évidence leur petitesse. Ça me fait mal au cœur de le dire, hein. Mais tout ce que je vois, c'est des petits chefs. Toutes les fédérations, et j'ai roulé ma cabasse, hein, je les ai vus, hein, j'ai rencontré, certains étaient mes profs, d'autres sont des gens de ma génération, je les ai vus. Des personnes qui sont de ma génération, je me dis, bon, moi avec lui, il y aura peut-être moyen de discuter, de voir, penser stratégie. Non, le frère, il va bloquer sur un point de détail théologique. Ah bon? Le prophète, s'il avait fait ça, alayhi salatu wassalam, il n'aurait pas réussi. Jamais. S'il avait remis en cause la compétence de celui qui l'a conduit à Médine, au nom du fait qu'il est idolâtre, eh bien, il se serait perdu dans le désert. On n'aurait plus parlé ni d'Abou Bakr ni du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a confié la direction de sa chamelle pour le conduire à Médine à un idolâtre. Je répète, hein. Il confie sa direction pour le guider dans le désert à un idolâtre. Ça aurait été nos petits chefs à nous. Même s'il aurait été musulman, on l'aurait questionné de quel aqida il est. Et puis, pourquoi est-ce qu'il porte un pantalon et pas un kamis? Mais d'ailleurs, bon, c'est pas grave s'il porte un kamis et un pantalon, mais il parle pas comme nous. Il n'est pas de la même obédience que nous. Il est compétent dans son domaine. Prends-le. Vous voyez? Moi, je veux que nos plateformes, nos élites, entre guillemets, nos responsables associatifs, nos différents mouvements, eh bien, soient capables, à un moment donné, d'accueillir des chiites. Un jour, je ferai une vidéo sur le chiisme. Je dirai ce que je pense vraiment. Je ne suis pas d'accord avec le chiisme. Pas du tout. Je l'ai étudié à fond, je sais de quoi je parle. Très bien. Mais là, on ne parle pas des convictions théologiques des uns et des autres. Là, on parle du fait qu'on est tous musulmans, on croit au même Dieu, on a le même Coran, on croit au même prophète, et on a les mêmes problèmes, bon Dieu, sur la tête. Donc venez, on met de côté les histoires théologico-personnelles et autres, etc. Et on se réunit pour au moins permettre d'arriver à ce qui permet à la société entière, à nous en premier lieu et à la société bien sûr, de se sentir mieux. Ils ne sont pas capables de faire ça? Non. Ils vont mettre de côté le frère qui est compétent parce qu'il n'est pas de la même obédience musulmane quand même, que lui. Pourquoi? Et ça, je l'ai vu, mais plein de fois. Et ce sont ces frères qui viennent te voir, ou ces sœurs qui viennent te voir et qui te parlent d'unité. Ils ne pensent l'unité qu'à l'un de leur uniforme. L'unité, mais si tu nous ressembles. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Est-ce que vous comprenez? Ouais. Donc voilà, je me suis un peu étalé, mais tout ça c'est lié. Il faut faire bloc, même en parlant. Et croyez-moi, le fait de parler a un impact. Il faut faire bloc sur cette question. La liberté avant tout. L'égalité pour tout le monde. Chacun a le droit de s'habiller comme il veut. Et ça n'est pas à l'État et à n'importe quelle personne qui a les clés de l'État, parce qu'eux, ils ont la chance d'être en haut et d'avoir les clés de l'État. Et ils se servent de l'État pour imposer leurs convictions personnelles. C'est ça qui est en train de se passer. Nous disons non, nous allons résister, avec les moyens légaux, et comme le dit le prophète, même dans l'autre cœur. Là, au moins, vous n'allez pas coloniser ce qu'il y a ici. Mais nous refusons cette domination, nous refusons de nous plier à ce genre de dictat. Au nom de la liberté. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet pour l'instant.